Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour 3 threads d'horreur. Je sais que vous appréciez ça donc j'essaie vraiment d'en faire de plus en plus. J'espère que ces 3 histoires vous plairont. Sur la dernière vidéo on a explosé le record de vues, donc merci beaucoup. Vous êtes sur la chaîne de MX Vidéo et sur ma chaîne je raconte des histoires horribles, incroyables, des threads d'horreur mais aussi des true crime. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce on est parti pour 3 threads horreur incroyable, j'ai même des photos, des faits racontés par ces personnes. Donc on est parti, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Simon et elle s'est déroulée alors qu'il avait 12 ans, à Limoges, dans un petit village. Simon nous explique qu'il habite à côté de 4 autres maisons qui s'entendent bien avec tous ses voisins, sauf un seul qui est un peu alcoolique et plutôt très grincheux, pour ne pas être insultant. Il explique que c'est le genre de voisin que quand tu joues au foot, si tu fais tomber ton ballon chez lui, il le crève direct. Voilà, un peu grincheux quoi. Il nous explique aussi que ses parents sont infirmiers, qu'ils ont donc été réquisitionnés au moment du Covid, parce que ça s'est passé voilà, au moment du Covid, et qu'il a un chat, ce qui est une info importante pour la suite. Simon nous explique qu'une nuit, à 1h du matin à peu près, alors qu'il regarde la télé tranquillement, il entend des bruits de fracas et de coups et des gros cris. Et quand il regarde par la fenêtre, il se rend compte que c'est son voisin, qui justement n'est pas très cool, qui est en train de péter un plomb. Simon il prête pas trop attention, il retourne devant sa série, mais quelques secondes après il y a quelqu'un qui frappe à la porte et en fait c'est la femme de son voisin qui lui demande si elle peut dormir chez lui parce que son mari a totalement pété un câble. Elle explique qu'en fait il est totalement saoul et que elle est rentrée d'une soirée avec ses copines et que comme il était totalement torché, il a cru que c'était quelqu'un qui s'introduisait dans sa maison, il a pété un câble, il est devenu totalement fou. Ok, il a pris sa femme pour un cambrioleur. Simon nous explique qu'il a une chambre d'amis, donc il hésite pas une minute, il lui propose sa chambre d'amis, elle dort là. La nuit se passe normalement, Simon se réveille vers 8h et il va pour réveiller la voisine, sauf qu'elle est pas là et Simon se dit simplement qu'elle a dû repartir, se lever tôt ce matin et repartir chez elle après que son mari ait décuvé. Quelques heures plus tard, c'est son voisin un peu grincheux qui frappe à la porte et il dit à Simon que s'il ne l'aide pas à retrouver sa femme, il fera du mal à son chat. À ce moment-là, comme je le disais au début, Simon a 12 ans, du coup il panique totalement, il sort de chez lui, il se met à chercher partout, il court dans la rue, etc. Et il retrouve la femme derrière un buisson en train de pisser. Alors je sais pas vraiment dans quel petit village tu habites, mais il y a vraiment des gens hyper chelous vers chez toi. Hein. Juste change de ville en fait, change de village. Hein. Peut-être que le village d'à côté sera déjà mieux. Je sais pas si c'est les campagnards qui sont comme ça, mais... il s'en passe déjà des choses de ouf là. Hein. Bref, Simon lui explique tout, il la ramène très très vite jusqu'à son voisin pour éviter que ce fameux voisin fasse du mal à son chat parce qu'il le prenait vraiment au sérieux. Quand le voisin voit sa femme, apparemment, il la trappe et la traîne violemment jusqu'à chez eux. Voilà, sa place à lui, elle est en prison. Hein. Ou très loin d'elle, ou très loin de tout le monde en fait même. Très loin des chats aussi, ça serait bien. Bref, les heures passent et quelques heures plus tard, c'est le voisin qui revient frapper à la porte de Simon pour s'excuser et proposer à Simon et à ses parents de venir manger chez lui ce soir. Il explique que c'est pour passer à autre chose et pour que tout ça soit derrière eux et qu'il n'y ait plus de conflit entre eux, ni voilà, de problème. Du coup, Simon et ses parents vont au dîner gentiment, ils acceptent et ils mangent tranquillement, la soirée se passe bien. Pour le dîner, le voisin avait fait des lasagnes maison, sauf qu'en rentrant, voilà que les parents et Simon se sentent pas très bien, ils trouvaient que la viande elle avait un goût un peu bizarre et Simon en a carrément même vomi toute la nuit. Il a essayé de vous empoisonner peut-être, c'est bien pire que ça, j'aurais préféré être empoisonné. Ouais. Le lendemain, c'est finalement la voisine qui revient frapper chez Simon et qui leur explique qu'en fait, son mari lui a expliqué que la viande qu'il avait mis dans les lasagnes, c'était en fait leur chat. Il l'avait pas vu depuis le jour d'avant et qu'il l'avait utilisé pour ses lasagnes. Ok. Ouais, je sais pas, il devient quoi lui? Il a été arrêté, hein? Simon, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton petit commentaire et à nous dire qu'il est en prison. Parce que c'est toujours ton voisin, je suis un petit peu inquiet quand même. Hein. Depuis, Simon nous explique qu'il est totalement traumatisé, qu'ils sont allés voir la police, mais qu'ils ont rien pu faire parce qu'ils ont trouvé aucune preuve et qu'ils ont estimé que le chat s'était juste barré ou qu'il s'était fait écraser, etc. Depuis, donc Simon et ses parents ont déménagé parce qu'ils voulaient plus vivre à côté de lui et tant mieux. Par contre, je m'inquiète quand même pour sa femme et pour ses autres voisins et pour les chats aussi, ou les chiens peut-être, on sait pas jusqu'où il pourrait aller. Bref, voilà, fin de cette première histoire. Le chat a fini en lasagne. Belle conclusion. Je pense qu'on peut passer à la celle d'après. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Marie. Marie nous explique qu'elle a déménagé avec son compagnon dans une petite maison assez éloignée de la ville et que sur le terrain qu'ils ont acheté, derrière la maison, il y a une partie donc du terrain qui leur appartient qui se compose donc de bois, d'un petit ruisseau et d'arbustes en général. Bref, c'est la nature, c'est la forêt et ça leur appartient. Régulièrement, Marie, elle emmène ses chiens se balader dans cette partie de forêt et un jour, elle est tombée sur une sorte un peu de camping où un SDF pourrait vivre là. Elle explique qu'il y avait un panier plein de bâtons, qu'elle a estimé que c'était fait
pour faire du feu le soir, etc. Mais elle explique aussi qu'il y avait un matelas, des couvertures et des bâches et c'était assez entretenu, donc on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui vivait là de manière régulière. Marie est pas très à l'aise avec ça, donc elle décide de s'éloigner de cette zone et elle explique qu'elle évitera à l'avenir quand elle promène ses chiens. Le soir, son copain est rentré, elle a expliqué grosso modo ce qui s'était passé et ce qu'elle avait trouvé et ils réfléchissaient tous les deux à ce qu'ils pourraient faire, quelles étaient les démarches qu'ils pourraient entreprendre pour peut-être expulser cette personne parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec une personne qui était sur leur terrain, sur leur propriété et qui vivait là dans la forêt sans qu'ils sachent vraiment qui c'est. Finalement, les mois passent, ils ont un peu laissé ça derrière eux à cause de la charge de travail et du déménagement vu qu'ils venaient d'emménager ici, etc. et qu'ils n'ont pas ressenti vraiment de menace imminente par rapport à cette personne. Ils ont finalement oublié un peu ça, sauf qu'à un moment où Marie promenait ses chiens à peu près dans la même zone, elle a décidé quand même d'aller voir parce qu'elle était un peu happée par sa curiosité et elle voulait voir ce que le secteur était devenu. Sauf que quand elle arrive, c'est beaucoup moins entretenu, il y avait des restes de bouffe par terre, il y avait des os et il y avait même ce qui semblerait être une sorte de reste d'incendie. Donc autant dire que Marie est encore moins à l'aise et du coup elle s'éloigne très vite encore de cette zone. Le soir arrive et alors qu'elle est en train de faire à manger dans sa cuisine, elle a une fenêtre en fait juste en face de son plan de travail et elle a l'impression de voir quelqu'un qui se tient à côté d'un arbre. Sauf que quand elle regarde, elle voit personne et en plus elle explique que elle a des problèmes de vue donc elle voit pas très bien. Bref, elle essaie de penser que c'est son imagination et elle s'en inquiète pas trop, en tout cas elle essaie. Sauf que d'un coup tout lui revient, elle se dit mais attends, ça pourrait peut-être être la personne qui campe sur notre terrain. Elle se dit est-ce que j'ai vraiment vu quelqu'un? Est-ce que vraiment ça pourrait être cette personne? Bref, elle commence un petit peu à paniquer. Bon, elle essaie de continuer à cuisiner, elle regarde autour d'elle mais elle voit rien, pas de mouvement, elle regarde par les fenêtres et elle voit personne. Donc ça la rassure un petit peu et en même temps elle est toujours pas très à l'aise. À un moment, alors qu'elle est toujours dans sa cuisine, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte arrière. Sauf qu'elle explique que de là où elle est, les fenêtres qu'elle a, ça ne donne pas sur la porte arrière donc elle ne peut pas voir qui frappe à la porte. Et qu'en plus devant cette porte, il y a une porte-fenêtre, il y a un rideau, du coup elle peut même pas voir en étant devant la porte qui c'est qui frappe à la porte. Marie va quand même voir, elle tire le rideau. Sauf qu'elle voit personne. Elle explique que ses chiens ont commencé à énormément aboyer sur la porte. Et elle explique aussi que de voir ses chiens aboyer en direction de la porte, ça la rendait encore plus anxieuse. Marie, elle éteint sa musique pour mieux entendre les bruits autour de la maison. Ses chiens continuent à aboyer sur la porte et sur les fenêtres aux alentours. Et comme elle voyait rien, elle a finalement tiré tous les rideaux de ses fenêtres. Elle a calmé ses chiens. Mais elle était vraiment très mal à l'aise. D'un coup, il y a un bruit qui vient de la cuisine, comme si quelqu'un se jetait contre la porte pour essayer de l'ouvrir. Ces chiens sont devenus fous, ils ont couru vers la cuisine en aboyant. La porte n'arrêtait pas de bouger, de trembler, etc. Quelqu'un essayait véritablement d'entrer. La tringle qui est au-dessus de la porte avec le rideau est tombée. C'est à ce moment-là que Marie a vu un homme qui essayait de forcer sa porte avec un masque blanc. Là, Marie, elle est totalement paniquée, en hyperventilation, etc. Elle sait pas du tout quoi faire, elle est paralysée. Elle explique que si elle sortait par la porte d'entrée, elle pensait que l'homme pouvait la rattraper en quelques secondes. Donc, elle est montée à l'étage en laissant ses chiens aboyer en bas et elle s'est enfermée dans la salle de bain. Et c'est au moment où elle s'est enfermée dans la salle de bain qu'elle a appelé la police. Elle explique qu'elle n'a pas réussi à donner l'adresse à la police avant que les bruits ne s'arrêtent d'un seul coup. À ce moment-là, Marie, elle est persuadée que l'homme a réussi à rentrer. Mais ce qu'elle trouve bizarre, c'est qu'il n'y a aucun bruit de lutte, alors que ces chiens qui étaient vraiment énervés contre cet homme sont quand même deux grands bergers allemands. Et que du coup, si l'homme était rentré, il se serait sûrement fait attaquer. Donc elle trouve ça un peu bizarre. La police est arrivée très vite. La porte que l'homme avait tenté de forcer était toujours intacte. Et Marie nous explique qu'elle leur parle depuis la fenêtre de la salle de bain tellement elle a peur de descendre. Finalement, la police fait le tour de la maison, elle ne voit personne. Elle accepte finalement de descendre, de calmer ses chiens avant que la police ne rentre parce que comme ils étaient vraiment très énervés par rapport à ce qui venait de se passer et très en mode défense, elle a dû les calmer et finalement la police a pu rentrer dans la maison. Elle a parlé évidemment du sans-abri à la police. Ils ont finalement fait un tour sur son terrain mais ils n'ont rien trouvé de suspect, ni aucune affaire, ni quoi que ce soit. Donc pour eux, il n'y avait personne sur son terrain. Finalement, la police finira par partir en prenant sa déposition. Son copain va arriver et plusieurs semaines vont s'écouler. À un moment où ils promenaient tous les deux leurs chiens, ils ont décidé de retourner vers cet endroit où campait potentiellement cette personne pour voir si ça avait été totalement abandonné ou pas. Et voici ce qu'ils ont trouvé sur les lieux. Ils ont retrouvé le masque blanc qui était accroché comme ça à l'arbre et même des gants et des bottes qui étaient cachés dans un sac au bord du ruisseau. Marie et son copain ont décidé d'envoyer ces photos-là à la police, mais apparemment ils n'ont pas fait grand chose, puisqu'il n'y a pas eu d'effraction réussie. Marie et son copain ont finalement tout récupéré et tout jeté. Et Marie se demandera toujours qu'est-ce qui se serait passé si la porte avait cédé, qu'elle n'avait pas tenu, qu'est-ce qui aurait bien pu lui arriver.
Ça, c'est une histoire de fou. Et en plus, comme je le disais, la photo que je vous ai montrée, c'est la photo réelle que Marie a prise sur les lieux quand ils sont retournés avec son copain et qu'ils ont trouvé donc le masque avec un sac, et des bottes et des gants. Ouais. Ça fait flipper de ouf, hein. Enfin bon, il avait quand même un masque blanc et tout, c'est quand même hyper chelou. Moi, je serais pas serein de rester à la maison dans tous les cas, même après avoir récupéré les affaires. Hein. Bon courage à toi, Marie, et à ton copain, hein, et à tes bergers allemands. Voilà. S'ils veulent le bouffer, n'hésitez pas. Hein. C'est hyper bizarre ce que je dis quand même. Hein. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'Elodie, et elle s'est passée alors qu'elle avait 15 ans. Elle nous explique qu'elle habite dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, donc c'est vraiment une ville familiale. Pour donner une référence, il y avait environ 120 enfants dans sa classe quand elle était en terminale au lycée. Donc ça fait vraiment pas beaucoup d'élèves, donc voilà, c'est vraiment une petite ville. Il était donc pas inhabituel que les parents laissent leurs enfants se balader dans cette petite ville sans trop craindre vu que tout le monde se connaît. Ce jour-là, une amie d'Elodie était venue chez elle pour qu'ils puissent aller voir une comédie musicale qui allait se dérouler dans son lycée dans la soirée. Elles ont donc décidé avant cette comédie musicale d'aller se promener un peu dans la région parce que sa copine ne connaissait pas du tout, donc Elodie avait envie de lui faire découvrir un petit peu. Elodie, elle suggère de passer par une voie ferrée qui mène à un viaduc qui permet après de se poser tranquille au bord d'une rivière. Et ça, ce que vous voyez, c'est la vraie photo d'Elodie. Elle explique qu'elle est déjà allée plusieurs fois à cette voie ferrée et que les gens de son âge y traînaient tout le temps. Et elle nous dit aussi que même s'il faisait frais, elle portait des tongs, elle sait plus trop pourquoi, mais que c'est important pour la suite. Elle nous explique donc que les voies ferrées croisent une rue de sa ville et que c'était pas très loin de chez elle, donc c'est comme ça qu'elles ont rejoint la voie ferrée et que c'est de là qu'elles ont commencé à la suivre. Alors qu'elle marche quelques mètres, elle voit un homme qui est tout seul et qui est au téléphone, mais sur le moment, elles y prêtent pas trop attention et elles continuent de marcher. Elles arrivent donc finalement au viaduc, mais alors qu'elles se retournent, elles ont l'impression que l'homme qu'elles ont croisé quelques mètres plus tôt est en train de se rapprocher lentement d'elles. Elodie et sa copine l'ont bien remarqué, mais sur le coup, elles s'inquiètent pas trop, elles se disent que peut-être il essaie de se frayer un chemin au milieu de la voie ferrée et qu'il va peut-être dans la même direction qu'elle, mais pas forcément pour aller vers elle. Sauf que voilà, 5 minutes s'écoulent et l'homme se rapproche de plus en plus d'elle et à un rythme vraiment très lent. Et surtout, ce qui les inquiète, c'est qu'à chaque fois qu'elle se retourne vers lui, il ne bouge plus, mais dès qu'elle retourne la tête et que de nouveau elle regarde vers lui, il s'est encore rapproché un petit peu. Elodie et sa copine essaient de rester calmes, mais il est maintenant assez proche pour qu'elle puisse l'entendre et le distinguer clairement. Et Elodie nous explique qu'il est justement à une distance qui lui permettrait, si tel était son but, de les atteindre. Là, Elodie et sa copine commencent à être vraiment effrayées. Elles sont toutes seules au milieu des bois sans que personne puisse les aider, avec un homme vraiment bizarre qui est en train de les approcher. Là, Elodie, elle a un réflexe, elle fait semblant d'appeler sa mère et d'être au téléphone avec elle et de lui expliquer qu'elles sont en train de rentrer et qu'elles sont pas très loin, en lui décrivant un peu où elles sont pour faire semblant que sa mère est au courant qu'elles sont à tel endroit et que du coup ça dissuade un peu le mec de les approcher. Sauf qu'elles arrivent à un point où elles sont obligées de passer à côté de cet homme. Elodie fait toujours semblant d'être au téléphone avec sa mère, sauf que l'homme les regarde avec un grand sourire très bizarre et leur dit simplement « Je sais que tu n'es pas au téléphone ». À ce moment-là, les deux amies se regardent et elles sont pétrifiées et terrorisées et elles prennent leurs jambes à leur cou et se tirent le plus vite possible. Il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, l'homme n'avait rien fait ou rien dit qui pouvait prouver que c'était une menace. Mais là, avec ce qu'il vient de dire, elles sont totalement terrorisées. Elodie nous explique qu'elle n'a jamais été du genre à aimer les activités physiques, mais ce jour-là, la vitesse à laquelle elle courait, elle aurait pu gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et je comprends parce que là, toute l'adrénaline, elle est passée dans les jambes et là, tu chasses ta race, tu cours et tu t'arrêtes pas. Le mec, jamais il te rattrape. Hein. Donc Elodie, elle court, sauf qu'à un moment, ses tongs cassent et elle se retrouve pieds nus à courir dans les graviers qui bordaient la voie ferrée. C'est pas pour autant qu'Elodie, elle s'est arrêtée. Hein. Elle est poussée par l'instinct de survie, elle court, sauf qu'à un moment, elle finit par s'essouffler et c'est à ce moment-là qu'elle regarde derrière et qu'elle voit que l'homme n'a pas bougé, est toujours assez loin et qu'il les fixe vraiment de manière très malsaine. Sauf que Elodie et sa copine, elles ont toujours très peur, donc elles reprennent à peine leur souffle et elles se remettent à courir de peur que le mec se mette d'un seul coup à les poursuivre. Finalement, elles arrivent à atteindre la route principale. Là, Elodie, elle appelle véritablement sa mère pour lui dire ce qui s'était passé. Le coup de chance, elle passait juste à côté dans une rue, donc elle les a récupérés en voiture tout de suite et elle les a ramenés à la maison. Elodie nous dit qu'elle a eu la peur de sa vie et que depuis, elle n'est jamais retournée sur ses rails tellement elle flippe. Ça, c'est une sacrée histoire aussi. Le mec, tu fais semblant d'être au téléphone, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait pour vous débarrasser de quelqu'un, etc. Mais si la personne vous regarde et vous dit « Je sais que t'es pas au téléphone ». Alors là, je le fais pas en mode psychopathe, mais si je le faisais comme ça, genre « Je sais ». Non, pas non plus. « Je sais que tu n'es pas au téléphone ». Ok, c'est moi qui fais flipper là.
Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ces anecdotes étaient incroyables, honnêtement. Dites-le dans les commentaires si vous les avez aimées, hein, avec les petites photos, etc. J'adore, je les ai prises justement parce qu'il y avait les photos d'archives, tu vois. C'est trop bien d'avoir les photos des gens qu'ils ont pris, etc. C'est beaucoup plus immersif, je trouve. Bref, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et évidemment à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi, ça me soutient énormément et vous, ça vous permet de voir du contenu qui vous plaît si ça vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, nuit, journée, matinée, ce que vous voulez. Et je vous fais des bisous. Tchuss la famille.